Donc on va reprendre Nicolas Serge Ndoc, comme je le disais. Nicolas Serge Ndoc qui nous vient de l'université de Ngaoundéré, bien qu'il ait été formé à l'université de Douala. Je ne sais pas à quelle école il appartient, parce que Marie-Emmanuel parlait des tensions. Au Cameroun, il y a tellement d'écoles, l'école de Ndorban, de Zamengoué, l'école de Yaoundé, je ne sais pas quelle école il appartient. Donc nous allons prendre la présentation de Serge Nicolas, qui porte sur la reproduction politique par l'informel. Mototaximan et vendeur à la sauvette. C'est une thématique qui fera plaisir à Titouan qui aime le bac. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je suis, comme l'a dit Roger, Ndoc Nicolas Serge, enseignant à l'université de Ngaoundéré. Alors, mais j'ai fait tout mon parcours universitaire à Douala, la capitale économique. Vous comprendrez que Douala, qui est considérée, qui est présentée comme une ville frondeuse, comme une ville subversive, a plus orienté mon analyse. Alors, parler de reproduction du pouvoir au Cameroun par l'informel, alors c'est vrai que c'est une entrée particulière parce que la plupart des travaux qui parlent de la reproduction du pouvoir au Cameroun, notamment l'État stationnaire avec Frédéric Oko, le politique par le ventre et la mendication avec Jean-François Médard, les logiques clientélaires toujours avec Médard. Alors ces travaux-là mettent l'accent davantage sur la loyauté et la légitimité bureaucratique dans les fonctionnaires. Donc ces travaux tendent à démontrer comment le pouvoir se reproduit par le processus de la légitimation bureaucratique, donc des élites. Alors, notre article s'inscrit un peu dans ce qu'on peut considérer comme la sociologie de la banalité, la sociologie politique des objets négligés, de la banalité. Et nous avons, étant du Douala, ayant grandi à Douala, observé que le système politique, au-delà de la personne du président Biya, qui n'en est qu'un acteur, parce que le système va bien au-delà du président Biya. C'est vrai également que nous sommes dans un contexte d'élection présidentielle, dans un contexte où certains Camerounais appellent le changement, un contexte de longévité au pouvoir, n'est-ce pas, du président Biya. Mais le système politique, lui, va au-delà du président Biya. Alors, dans cet article, il est donc question de montrer comment se reproduit l'ordre politique, comment se reproduit le système politique à partir de ce qu'on peut considérer comme étant le bas, à partir de l'informel, notamment des taxis-motos et des vendeurs à la sauvette. Alors, dans les années 90, les années de transition démocratique, les années de forte d'action collective sur le plan politique, où les acteurs se mobilisaient pour le changement, et ces acteurs qui se mobilisaient dans ces années-là pour le changement étaient incarnés par John Fundi, qui à l'époque était le leader charismatique de l'opposition camerounaise, et qui drainait avec lui la plupart des acteurs de la société civile dans les années 90. Mais il y aura un changement auquel on va assister dans les années 2000. Alors, il faut dire que ces acteurs-là se mobilisaient dans les années 90, principalement à partir du bas, à partir des vendeurs à la sauvette. Donc, les vendeurs à la sauvette constituaient le contingent le plus important. Les acteurs qui se mobilisaient pour appeler au changement, pour demander le changement politique au Cameroun. Mais dans les années 2000, on va assister à une sorte de shift, une sorte de modification, parce que les taxis-motos et les vendeurs à la sauvette ne vont plus se mobiliser massivement à partir des années 2000, comme c'était le cas dans les années 90. Et les partis politiques vont donc perdre un bon nombre d'acteurs
n'est-ce pas, qui, par le passé, alimentaient l'action collective, alimentaient les mouvements sociaux pour le changement. Et qu'est-ce qui explique cette réalité-là? Qu'est-ce qui explique que les acteurs sociaux du bas, notamment les taxis motos et les vendeurs à la sauvette, ne se mobilisent plus comme ils le faisaient par le passé? Alors, il y a donc un travail de construction qui est fait par le pouvoir. Donc, le pouvoir se reproduit par la construction parce qu'en réalité, le pouvoir va donc organiser une sorte de désordre. Puisque les acteurs des mototaxis et les vendeurs à la sauvette se comportent un peu comme un champ auto-organisé. Ils sont organisés en camps. À Douala, il y a les camps des mototaxis qui sont une sorte de regroupement des motos qui n'est ni une association au sens formel, ni un syndicat au sens formel, mais c'est une organisation particulière qui fait, c'est-à-dire l'État laisse les acteurs de ces motos s'organiser eux-mêmes, et l'État intervient le moins possible dans leur organisation. Et aussi longtemps que l'État n'intervient pas pour orienter, modifier cette auto-organisation, ces acteurs-là soutiennent l'État. Ces acteurs-là expriment une sorte de loyauté vis-à-vis de l'État. Et là, on est loin de la loyauté bureaucratique et de la loyauté élitaire. On est là en plein dans une sorte de loyauté par le bas. Ces acteurs également légitiment l'action de l'État qu'ils considèrent comme un État protecteur. Alors il faut constater que, il faut relever que 70% des conducteurs de mototaxi sont sous-scolarisés, et n'ont pas de compétences professionnelles en dehors de la conduite de la moto. Alors, ces acteurs considèrent donc l'activité de la moto comme étant une aubaine. Ils ne peuvent faire autre chose que la moto. Donc, le fait que l'État les laisse faire de la moto une activité professionnelle, pour eux, c'est une aubaine, et ils disent donc merci à l'État. Alors, l'État se reproduit, le système, l'ordre dominant, l'ordre politique, se reproduit par cet encouragement d'une sorte de désordre organisé au sein, n'est-ce pas, des conducteurs de moto. Alors, pour démontrer combien ce désordre est organisé, il faut dire que les taxis-motos qui appartiennent à des camps peuvent exercer leur métier sans permis de conduire, sans carte grise, sans assurance. Il suffit seulement de présenter le ticket d'appartenance à un camp. Et cela est fait de concert avec les pouvoirs publics. Et également pour démontrer que ce désordre est organisé et qu'il profite aussi bien au pouvoir public qu'aux conducteurs de moto. Donc c'est un système qui est co-construit à la fois par les pouvoirs publics et par les conducteurs de moto. Et cette co-construction de ce système participe à la reproduction du pouvoir, à la reproduction, n'est-ce pas, du politique. Alors, et même au niveau du paiement de l'impôt, alors les taxis-motos sont assujettis au paiement de l'impôt obligatoire, mais l'État, de concert avec ces acteurs-là, ils sont fortement auto-organisés, a pensé un modèle qui est un modèle de paiement fractionné de l'impôt. L'impôt qui est de 16 000 francs CFA, l'impôt libératoire, 16 000 francs CFA au Cameroun, je ne sais pas combien ça fait en euros, alors qui est de 16 000 francs, alors cet impôt est payé de manière fractionnée. Alors donc, ils ont donné la possibilité à ces taxis-motos, dans leur camp, puisqu'ils tiennent des réunions hebdomadaires une fois par semaine, de payer 200 francs ou 300 francs. Donc ils ne ressentent pas le poids, n'est-ce pas, du paiement de l'impôt, donc ils vont payer dans l'impôt de manière fractionnée. Alors ceci n'est prévu par aucun texte juridique, mais c'est permis par la pratique, et ça fait en sorte que ces taxis-motos considèrent de moins en moins l'État comme étant un État pribandier, comme le dirait Jean-François Bédard, l'État kleptomane. Il y a des écrits sur ces choses-là, l'État kleptomane, l'État pribandier, l'État voleur. Alors, ces conducteurs considèrent moins l'État comme étant un État pribandier, comme un État kleptomane, parce que l'État les accompagne dans le paiement fractionné de l'impôt. Et également, on peut constater cette réalité par la faiblesse des mobilisations collectives organisées par les leaders des partis politiques de l'opposition. À Douala, par exemple, lorsque
ces leaders organisent des marches. Ces marches sont très peu courues. Elles sont très peu courues parce que les taxis motos ne voient pas d'intérêt à aller marcher, puisque, alors également on peut noter que au Cameroun par exemple, les taxis motos, ça c'est le résultat d'une enquête, gagnent en moyenne 10 000 francs CFA par jour, je ne sais pas combien ça fait en euros, alors que les salaires dans la fonction publique sont dérisoires, 200 000, 140 000, vous verrez un cadre administratif qui gagne 140 000 francs CFA au Cameroun. Alors que si vous prenez le revenu d'un gars qui fait la moto, environ, pour la ville de Douala, que je connais le mieux, c'est environ 10 000 francs par jour, ça fait environ 300 000 francs par mois. Alors donc il est largement au-dessus du fonctionnaire ou de l'agent public. Et il ne voit pas en quoi il devrait aller, n'est-ce pas, rejoindre une action collective, une action protestataire, n'est-ce pas, organisée par des partis de l'opposition. Donc nous démontrons que le pouvoir politique se reproduit par une sorte de co-construction qui est le fait à la fois des pouvoirs publics et des acteurs du bas, ces différents acteurs tirant profit de la situation, parce que les mototaxis tirent profit du statu quo, tirent profit de ce statu quo, et les pouvoirs publics aussi en tirent avantage. Donc c'est une reproduction, n'est-ce pas, du pouvoir politique qui passe par la co-construction de ces différents acteurs. Et on voit aussi également, pour ce qui est des vendeurs à la sauvette, ils vendent sur le trottoir, ils vendent sur la chaussée, mais l'État vient aujourd'hui, on est des VIP, le lendemain ils vont négocier avec les agents de l'État, et puis le surlendemain, on les laisse, n'est-ce pas, continuer d'exercer sur la chaussée. Donc les agents de l'État véreux seront corrompus, mais les acteurs de l'informel, eux aussi, vont tirer avantage puisqu'ils vont exercer de manière illégale sur la chaussée, sur la voie et sur le trottoir. Donc, c'est un travail de coproduction entre les acteurs du bas et les acteurs du haut qui va donc contribuer à faire en sorte que le pouvoir politique se reproduise. Parce que, in fine, chacun y trouve son compte. Chacun y trouve son compte. Au-delà du président dont la longévité dérange. Alors, donc nous pensons que nous avons voulu inscrire l'analyse, la focale, n'est-ce pas, de ce travail dans les objets négligés, les objets apparemment banals, qui ne renseignent pas rapidement sur le pouvoir, sur la politique, et dire que la reproduction politique se joue à ce niveau-là. Les acteurs sont dans une sorte d'action stratégique. Chacun tire avantage de la pérennité du système, chacun tire avantage, n'est-ce pas, du caractère stationnaire du système. Donc c'est une co-construction. Et également, on peut aussi observer que cette co-construction qui est faite à la fois par les acteurs du bas, donc l'informel et les pouvoirs publics, s'observe aussi au niveau électoral. Alors, il faut dire que les villes, le taux de participation électorale est de moins de 50% dans les grandes villes de Douala et de Yaoundé. Il est de moins de 50%, alors que ce taux de participation est de plus de 80% dans les villages. Alors, dans les villes, les gens s'intéressent peu à la politique, alors que ce n'était pas le cas dans les années 90. Donc, au-delà des discours médiatiques, au-delà des débats médiatiques qui sont très courus et très écoutés par les Camerounais, sur le plan pratique, dans le terrain, on ne voit pas d'action concrète. Et les acteurs qui, dans les années 90, étaient les principaux acteurs de la mobilisation, notamment les taxis-motos, notamment les vendeurs à la sauvette. Alors il faut préciser que John Frondi, il tirait principalement sa mobilisation dans le milieu informel, les vendeurs à la sauvette, qu'il appelait les sauveteurs. Voilà, donc c'est eux qui constituaient le plus gros contingent de la mobilisation. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que ces acteurs-là sont beaucoup plus intéressés à préserver leur activité économique, qui, il faut le dire, est précaire. Alors, ces acteurs-là, pour la plupart, sont dans des cotisations. Vous verrez un taxi-moto
qui à lui seul est dans 5 cotisations, ce qu'on appelle les tontines au Cameroun. Alors il y a une tontine journalière de 2 000 francs, une tontine hebdomadaire de 10 000 francs, une tontine mensuelle de 30 000. Et il voudrait bien, alors s'il va manifester et qu'on l'arrête, non seulement il perd sa moto, il n'a plus d'activité professionnelle, et également il ne peut pas continuer de payer la tontine. Il est obligé, n'est-ce pas, de refuser d'aller manifester. Parce que légalement, il gagne quelque chose, n'est-ce pas, de cette transaction, c'est une transaction avec le régime. Donc, in fine, il s'agissait de dire ici que la légitimité ou alors la loyauté n'est pas que bureaucratique, elle n'est pas que élitaire, il y a également une loyauté, une légitimité qui se fait par des acteurs du bas, notamment les acteurs du secteur informel, qui, parce que tirant profit eux aussi du régime, parce qu'ayant aussi des passe-droits. Alors tout à l'heure j'ai parlé de la possibilité qu'ont les taxis-motos de rouler sans permis de conduire, sans casque, sans permis de conduire, sans casque, sans assurance, tout simplement en présentant le ticket d'appartenance à un camp. Alors c'est une sorte de passe-droit. Donc il n'y a pas que des fonctionnaires ou des élites qui ont des passe-droits. Le pouvoir institue, produit aussi des passe-droits, des non-droits pour les acteurs du bas, notamment pour les acteurs du secteur informel. Et ces différents acteurs-là, tirant chacun profit du système, vont donc contribuer à reproduire le système. Donc voilà, de manière rapide, ce que nous tenions à dire aujourd'hui.